18 et 25. Une unique empreinte digitale sur une tasse à café, oubliée parmi les scellés pendant 18 ans, devient la clé qui permettra de résoudre un meurtre qui a anéanti une petite communauté agricole du nord de l'État de New York. Mais le nom qu'elle a révélé était celui de la dernière personne que l'on aurait pu soupçonner. Au sous-sol du bureau du shérif du comté de Dutchess, sous les lumières fluorescentes vacillantes et entre des piles de dossiers moisis, la détective Sarah Taylor tenait un dossier cartonné qui allait faire voler en éclats tout ce que les habitants de Millbrook pensaient savoir sur le 15 septembre 2003. L'empreinte partielle, prélevée sur une tasse en céramique blanche, à peine visible même sous un microscope, appartenait à quelqu'un qui n'était jamais apparu dans la moindre déposition de témoin, qui n'avait jamais été interrogé ni même considéré comme une personne d'intérêt. C'était quelqu'un qui avait assisté aux funérailles de Margaret Brennan, avait aidé à porter son cercueil, avait regardé sa famille en deuil dans les yeux et offert ses condoléances. Le système avancé d'analyse d'empreintes digitales effectuait des comparaisons depuis 3 mois quand il a finalement trouvé une correspondance dans la base de données du département des véhicules motorisés de Floride. Robert Kennedy, 52 ans, dernière adresse connue à Tampa. Ce même Bobby Kennedy, qui avait réparé du matériel agricole dans tout le comté de Dutchess pendant près d'une décennie, qui avait travaillé sur le tracteur de la famille Brennan à peine 2 mois avant la disparition de Maggie, et qui s'était simplement volatilisé de la communauté courant 2004 sans que personne ne songe à se demander pourquoi. Cette révélation poussa la détective Taylor à saisir son téléphone, les doigts tremblants, sachant qu'elle s'apprêtait à rouvrir des plaies qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Si vous êtes fasciné par la manière dont la technologie forensique moderne rend enfin justice à des victimes oubliées depuis longtemps, abonnez-vous à notre chaîne, car ce n'est que le début d'une histoire qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur la confiance, la trahison et les secrets que les petites communautés gardent enfouis. Margaret Brennan était le genre de personne qui apportait des gratins aux nouveaux voisins et se souvenait de l'anniversaire de tout le monde. Sa disparition n'avait pas seulement été un crime, elle avait été la mort de l'innocence, dans un endroit où les gens laissaient encore leurs portes déverrouillées et où les enfants faisaient du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. La tasse à café, qui finirait par résoudre son meurtre, avait été traitée comme une pièce à conviction, photographiée, cataloguée, puis entreposée dans une salle à température contrôlée où elle a attendu, survivant à 4 administrations de shérifs différentes et à d'innombrables coupes budgétaires qui ont sans cesse retardé les mises à niveau technologiques qui auraient pu révéler son secret des années plus tôt. Le nom de Bobby Kennedy n'apparaissait nulle part dans les dossiers originaux que la détective Taylor avait mémorisés au cours des 6 derniers mois, depuis qu'elle avait pris la tête de l'unité des affaires non résolues. Ni dans les dépositions des témoins, ni sur la liste des entrepreneurs et prestataires de services locaux, ni même dans les vérifications d'antécédents des personnages secondaires qui avaient croisé la route de la famille Brennan. C'était un fantôme qui s'était caché au vu et au su de tous, quelqu'un de si banal que même dans une communauté de 847 personnes, il avait réussi à rester invisible aux yeux des enquêteurs qui pensaient avoir parlé à toutes les personnes qui comptaient. L'empreinte digitale racontait une autre histoire, une histoire écrite dans les crêtes et les sillons microscopiques qui s'étaient pressés contre la céramique, en ce qui aurait dû être un mardi matin ordinaire, il y a près de 2 décennies. Le 15 septembre 2003 se leva, frais et clair sur Millbrook, avec cette lumière d'automne dorée qui donne aux moments les plus banals une touche de grâce. Margaret Brennan se réveilla à 5h30. Comme chaque matin depuis 12 ans de mariage, au son de l'alarme de son mari David, résonnant depuis la chambre qu'il partageait dans la ferme blanche qui appartenait à sa famille depuis 3 générations. La maison était nichée sur 47 acres de pâturage vallonné où des bœufs angus noirs paissaient paisiblement, leur souffle visible dans l'air frais du matin qui portait l'odeur du foin et la promesse lointaine de l'hiver. Maggie, comme tout le monde l'appelait, suivait sa routine matinale avec l'efficacité d'une femme qui avait appris à trouver de la joie dans la répétition. Le café d'abord, toujours dans la grande tasse en céramique blanche à l'anse ébréchée que sa fille Cathy avait fabriquée en cours d'art plastique à l'école primaire. La tasse attendait sur le comptoir de la cuisine,
à côté de l'antique cafetière qui gargouillait et sifflait pendant qu'elle préparait le petit déjeuner pour sa famille. 2 œufs au plat pour David, brouillés pour elle, et des céréales pour Cathy, 9 ans, et Michael, 6 ans, qui dévaleraient les escaliers d'une heure à l'autre pour savoir si le bus scolaire arrivait et s'il pouvait avoir des pancakes à la place. La fenêtre de la cuisine offrait une vue sur le chemin de terre qui reliait leur propriété à la route 44, où passait de temps en temps le grondement d'un pick-up transportant les fermiers à leur corvée matinale. Maggie se tenait à cette fenêtre, la vapeur de sa tasse de café embuant la vitre, tandis qu'elle regardait le soleil monter plus haut sur les collines qui entouraient leur vallée comme des bras protecteurs. Elle avait grandi à Syracuse, mais 15 ans à Millbrook lui avaient appris à lire le ciel comme les Écritures, à savoir, d'après la couleur de la lumière du matin, si la pluie viendrait avant le soir, si le gel serait assez fort pour rentrer les derniers légumes du jardin. À 7h15, elle embrassa David, qui partait vérifier le bétail, rappela à Cathy de prendre son argent pour le déjeuner et aida Michael à trouver sa basket manquante sous la table de la cuisine. Les enfants prirent le bus au bout de leur longue allée, et Maggie leur fit un signe depuis le porche jusqu'à ce que le véhicule jaune disparaisse au détour du virage. Elle avait prévu de passer la matinée à travailler dans son potager, à récolter les dernières tomates avant le gel que la météo avait annoncé pour la fin de la semaine. Au lieu de cela, elle se retrouva à rentrer pour remplir à nouveau sa tasse de café, poussée par une agitation qu'elle ne pouvait nommer. Le téléphone sonna à 8h47. C'était sa sœur Linda, qui appelait d'Albany pour discuter des préparatifs de la fête d'anniversaire de leur mère. Elles parlèrent pendant 20 minutes des parfums de gâteaux et des listes d'invités, pendant que Maggie remuait distraitement du lait dans son café frais, la même tasse en céramique blanche réchauffant ses mains alors qu'elle arpentait la longueur du fil du téléphone de la cuisine. Linda se souviendrait plus tard que Maggie avait semblé fatiguée, distraite, mentionnant qu'un de leurs engins agricoles avait besoin d'être réparé et que David était frustré par le coup d'un nouvel appel à un mécanicien. À 9h15, Maggie versa le reste de son café dans un thermos, attrapa son sac à main et ses clés et sortit vers le pick-up Chevrolet rouge que David lui avait acheté pour Noël 3 ans plus tôt. Elle avait des courses à faire en ville, la banque, la pharmacie, et un arrêt au Murphy's Diner pour récupérer la tarte aux pommes qu'elle avait commandée pour le dîner mensuel des pompiers volontaires. La tasse en céramique blanche reposait, abandonnée sur le comptoir de la cuisine, portant la signature invisible de quelqu'un qui ne rentrerait jamais la laver. David Brennan termina de vérifier la clôture le long du pâturage Hett, juste au moment où le bus scolaire déposait Katie et Michael au bout de leur allée à 3h45. Il pouvait entendre leur voix traverser le champ, alors qu'ils remontaient le chemin de terre. Le ton plus aigu de Katie se mêlant au bavardage excité de Michael à propos de quelque chose qui s'était passé pendant la récréation. Ce son le fit sourire, malgré son irritation persistante à propos de la presse à foin cassé qui leur coûterait au moins $800 à réparer. De l'argent qu'ils n'avaient pas, avec les coûts de l'alimentation d'hiver qui approchaient et l'hypothèque due la semaine suivante. Il s'attendait à trouver Maggie dans la cuisine, aidant les enfants avec leurs devoirs pendant que quelque chose de savoureux mijotait sur la cuisinière. Au lieu de cela, il découvrit Cathy, debout et hésitante dans la maison vide, son sac à dos toujours sur les épaules, appelant sa mère d'une voix qui diminuait à chaque appel sans réponse. Michael avait déjà trouvé la boîte à biscuits et se frayait un chemin à travers les restes de pépites de chocolat, apparemment indifférents à l'absence de leur mère. David remarqua la tasse en céramique blanche sur le comptoir, un anneau brun de café séché tachant le fond, et sentit le premier frémissement d'inquiétude dans sa poitrine. Peut-être qu'elle est encore en ville, suggéra Katie lorsque David leur demanda s'ils avaient vu le camion de leur mère. Madame Henderson a dit qu'elle a vu maman à la banque ce matin. Mais David connaissait les habitudes de Maggie. Il savait qu'elle ne restait jamais dehors après l'heure du bus sans appeler. Il savait qu'elle serait déjà rentrée avec la tarte aux pommes pour le dîner des pompiers de ce soir et une douzaine de petites plaintes sur le trafic de la route 44. Il essaya d'appeler le Murphy's Diner, mais le propriétaire, Frank Murphy, dit que Maggie avait récupéré sa commande de tarte vers 11h30 et qu'elle avait semblé parfaitement normale,
peut-être un peu silencieuse, mais rien qui ne l'ait frappé comme inhabituel. À 5 heures, l'inquiétude de David s'était transformée en une véritable angoisse. Il appela Linda à Albany, espérant que Maggie avait décidé de faire une visite impromptue à sa sœur, mais Linda n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis leur conversation téléphonique du matin. Le dîner des pompiers volontaires devait commencer à 6 heures, et Maggie n'en avait jamais manqué un en 12 ans. David fit monter les enfants dans son camion et parcourut la route entre leur maison et la ville, scrutant le bord de la route à la recherche du moindre signe du Chevrolet rouge, ses mains serrant le volant assez fort pour y laisser des marques. Ils trouvèrent le camion à 6h27, garé sur l'accotement de la route 44, à environ 5 km du Murphy's Diner, positionné comme si Maggie avait simplement décidé de s'arrêter pour admirer la vue sur le ruisseau Patterson qui serpentait dans la vallée en contrebas. Le moteur tournait encore, la portière conducteur ouverte, comme une bouche figée, au milieu d'un cri. Son sac à main était sur le siège passager, le portefeuille intact, 73 $ en espèces non touchées. À côté, une tasse en céramique blanche du Murphy's Diner contenait les restes de ce qui semblait être du café acheté des heures plus tôt, le liquide refroidi depuis longtemps, à température ambiante. David resta debout à côté du camion pendant plusieurs minutes, son esprit refusant de comprendre ce que ses yeux lui montraient. Katie se mit à pleurer doucement sur la banquette arrière de son pick-up, tandis que Michael demandait sans cesse pourquoi le camion de maman était là, mais pas maman. Les clés étaient toujours sur le contact, la radio jouait encore la station country que Maggie préférait, la voix de Patsy Cline dérivant dans le crépuscule naissant, avec des paroles sur une marche après minuit. David coupa finalement le moteur et appela le shérif Tom Gallagher depuis son portable, sa voix tremblante alors qu'il essayait d'expliquer que sa femme semblait s'être simplement volatilisée. Le shérif Tom Gallagher avait été élu à son poste en grande partie parce qu'il en avait l'air. Grand, le visage buriné, avec le genre de présence calme qui rassurait les gens quand il entrait dans une pièce. Il avait géré sa part de disputes conjugales, d'accidents dus à l'alcool au volant et de cambriolages occasionnels, mais rien dans ses 23 ans de carrière ne l'avait préparé à la vue du camion abandonné de Margaret Brennan sur la route 44, comme une énigme sans réponse. La zone immédiate ne montrait aucun signe de lutte, aucune trace de dérapage suggérant un freinage brusque, aucun verre brisé ou tissu déchiré indiquant de la violence. C'était comme si Maggie s'était simplement évaporée, ne laissant derrière elle que les preuves matérielles d'une vie interrompue en pleine phrase. En quelques heures, Gallagher fit appel à des faveurs de 3 comtés voisins, transformant le calme mardi soir en une intervention d'urgence soigneusement orchestrée. L'équipe de recherche initiale comprenait 2 limières de la police d'État, un équipage d'hélicoptères d'Albany et 47 volontaires qui avaient appris la disparition de Maggie grâce au réseau de communication ultra rapide qui reliait chaque foyer de Millbrook. Le mercredi matin, leur nombre était passé à plus de 200 personnes, représentant près d'un quart de la population du comté, tous unis par le besoin désespéré de ramener à la maison une femme qui n'avait jamais fait de mal à personne et dont les enfants posaient des questions auxquelles personne ne savait répondre. Le périmètre de recherche couvrait 15 miles carrés de l'un des terrains les plus difficiles de l'Est de l'État de New York. Des forêts denses qui poussaient intactes depuis des décennies, des lits de ruisseaux qui pouvaient cacher un corps pendant des années, des bâtiments de fermes abandonnés qui offraient d'innombrables cachettes pour des preuves, ou pire. Les volontaires marchaient bras dessus, bras dessous, à travers des champs où le maïs atteignait encore 2,50 m, appelant le nom de Maggie jusqu'à ce que leurs voix deviennent des murmures rauques. Les limiers suivirent sa piste près du camion, sur environ 50 mètres dans les bois, avant de la perdre près d'un petit ruisseau qui se jetait dans le Patterson Creek. Frank Murphy ferma son restaurant pour la première fois en 15 ans pour se joindre aux recherches, apportant des thermos de café et des sandwichs pour les volontaires qui refusaient de s'arrêter, même lorsque l'obscurité rendait leurs efforts dangereux. Les églises locales organisèrent des veillées de prière tournantes, tandis que le conseiller d'orientation de l'école primaire faisait des heures supplémentaires pour aider Katie et Michael à gérer la réalité incompréhensible de la disparition de leur mère. David Brennan cherchait avec l'intensité désespérée d'un homme qui croyait pouvoir ramener sa femme à la vie par la seule force de sa volonté,
son visage devenant plus émacié à chaque jour qui passait. Le vendredi, les recherches s'étaient étendues pour inclure des équipes de plongeurs dans le Patterson Creek et le lac Quechee voisin, tandis que des hélicoptères équipés d'imagerie thermique balayaient les forêts qui couvraient les collines entourant Millbrook. La police d'État fit venir des chiens cadavres, dont l'entraînement spécialisé nouait l'estomac de chacun face aux implications de leur présence. Des équipes de télévision locales arrivèrent d'Albany et de Poughkeepsie, transformant la paisible communauté agricole en un spectacle importun où les journalistes tendaient leur micro à des voisins en deuil et posaient sans cesse les mêmes questions sans réponse. Le shérif Gallagher se retrouva à coordonner une opération massive tout en menant l'enquête la plus importante de sa carrière. Les preuves du camion de Maggie avaient été soigneusement collectées et envoyées au laboratoire de la police scientifique de l'État, mais le traitement initial prendrait des semaines. La tasse en céramique blanche du Murphy's Diner reçut une attention particulière de la part des techniciens qui la poudrèrent à la recherche d'empreintes, y prélevèrent de l'ADN et la photographièrent sous tous les angles avant de la sceller dans un sac à preuves qui finirait par trouver son chemin vers une salle de stockage où il attendrait 18 ans une technologie suffisamment avancée pour lire les secrets qu'il contenait. Les recherches se poursuivirent pendant 10 jours, couvrant une zone qui finit par s'étendre sur plus de 40 miles carrés, mais Margaret Brennan resta aussi insaisissable que la fumée. Les volontaires retournèrent progressivement à leur routine, bien que beaucoup continueraient à emprunter d'autres itinéraires pour rentrer du travail pendant des mois, espérant toujours apercevoir un signe de la femme qui avait disparu sans explication d'une route qu'elle avait parcourue d'innombrables fois. Le 8 octobre 2003 se leva, gris et bruineux, le genre de temps misérable qui donnait même aux habitants les plus optimistes de Millbrook l'impression que le monde se noyait lentement dans le chagrin. 23 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Margaret Brennan, et l'effort de recherche massif s'était réduit à une poignée de volontaires dévoués qui continuaient à ratisser les bois le week-end, leur voix enrouée d'appeler un nom qui ne recevait jamais de réponse. L'attention des médias nationaux s'était tournée vers des tragédies plus fraîches, laissant Millbrook se débattre avec son deuil en privé, comme le font toujours les petites communautés lorsque les caméras s'éteignent et que le monde oublie leur douleur. Jimmy Patterson pêchait le ruisseau Oakwood depuis qu'il était assez grand pour tenir une canne, suivant le cours d'eau sinueux qui reliait le Patterson Creek à la rivière Hudson sur 12 miles de la nature la plus isolée du comté de Dutchess. À 71 ans, il connaissait chaque méandre, chaque trou d'eau profond où les truites aimaient se cacher, chaque tronc d'arbre tombé qui créait le point d'embuscade parfait pour un pêcheur patient. Il était venu au ruisseau ce matin-là, en quête de la solitude que seule l'eau et le silence pouvaient offrir, espérant attraper assez de poissons pour le dîner et peut-être trouver quelques heures de paix loin de la tension constante qui étreignait sa communauté depuis la disparition de Maggie. Le corps apparut au détour d'un virage du ruisseau où l'eau s'approfondissait en une piscine naturelle, coincée contre un bouleau tombé dont l'écorce blanche avait été tachée de sombre par des semaines de pluie d'automne. Jimmy vit d'abord le flash de tissu, un denim bleu pâle qui semblait étranger au milieu du brun et de l'or du paysage d'octobre. Sa première pensée fut que quelqu'un avait jeté des ordures dans son coin de pêche, mais alors qu'il s'approchait en pataugeant dans l'eau jusqu'aux genoux, la terrible réalité commença à prendre forme. Ce qu'il avait pris pour un déchet était sans équivoque humain, les restes si altérés par le temps et l'eau que l'identification nécessiterait une expertise médico-légale bien au-delà de tout ce qui était disponible à Millbrook. Le shérif Gallagher reçut l'appel de Jimmy à 11h47 du matin, la voix du vieil homme à peine audible par-dessus le son de ses propres sanglots. L'endroit se trouvait à près de 20 kilomètres en aval de l'endroit où le camion de Maggie avait été trouvé, accessible uniquement en marchant à travers une forêt dense ou en suivant le ruisseau lui-même sur un terrain qui mettrait au défi même les amateurs de plein air expérimentés. La police d'État arriva en 2 heures, accompagnée du médecin légiste et d'une équipe de spécialistes de la police scientifique qui bouclèrent immédiatement la zone et commencèrent le processus méticuleux de documentation de la scène. La récupération prit 6 heures.
compliqué par l'emplacement isolé et la nature délicate des restes qui avaient été immergés pendant des semaines. Chaque morceau de tissu, chaque fragment d'os, chaque objet qui aurait pu être un effet personnel, fut soigneusement catalogué et photographié avant d'être transporté au laboratoire de la police scientifique de l'État à Albany. La tasse à café en céramique blanche du Murphy's Diner, retrouvée enfouie dans le limon près de l'endroit où le corps avait été découvert, reçut une attention particulière des techniciens, qui reconnurent son importance potentielle, mais ne disposaient pas de la technologie avancée d'analyse d'empreintes qui aurait pu percer ses secrets. Le docteur Patricia Hendricks, la médecin légiste de l'État, passa 3 jours à mener l'autopsie qui confirmerait officiellement ce que tout le monde à Millbrook savait déjà au fond de son cœur. La cause du décès était un traumatisme par force contondante au crâne, compatible avec un coup porté par un objet lourd ou une projection contre quelque chose de solide. La nature du décès fut classée comme homicide, transformant la disparition de Maggie d'une affaire de personnes disparues en une enquête pour meurtre qui consumerait le département du shérif Gallagher pendant des mois. La nouvelle de la découverte se propagea à travers Millbrook avec la vitesse et la dévastation d'un feu de forêt, détruisant les derniers espoirs fragiles que Maggie puisse être encore en vie, qu'elle puisse un jour franchir sa porte d'entrée avec une explication qui redonnerait un sens à tout. David Brennan s'effondra dans sa cuisine lorsque Gallagher lui apporta la notification officielle, ses genoux heurtant le linoléum où sa femme s'était tenue quelques semaines plus tôt, remuant du lait dans son café et planifiant une journée qui ne se terminerait jamais comme elle l'avait prévu. La transformation de la disparition de Margaret Brennan en une enquête pour homicide apporta une nouvelle intensité aux interrogatoires qui se poursuivaient depuis septembre. Le shérif Gallagher se retrouva à mener des entretiens qui ressemblaient plus à des interrogatoires, suivant des protocoles conçus pour les services de police urbains, et essayant de les appliquer à une communauté où tout le monde se connaissait depuis des générations. La réalité statistique selon laquelle la plupart des femmes sont tuées par un proche orienta l'enquête vers David Brennan avec une inévitabilité qui retourna l'estomac de Gallagher, même s'il reconnaissait la nécessité professionnelle de traiter le mari de Maggie comme le principal suspect. David se soumit à 3 examens polygraphiques distincts, chacun le laissant plus brisé émotionnellement que le précédent. Les questions venaient par vagues, conçues pour briser les défenses psychologiques. Avez-vous tué votre femme? Avez-vous déplacé son corps? Savez-vous qui a tué votre femme? Répétées avec de légères variations, jusqu'à ce que les réponses de David deviennent des récitations mécaniques d'innocence qui semblaient, d'une manière ou d'une autre, moins convaincantes à chaque répétition. Les résultats du polygraphe furent non concluants, ne le disculpant pas, ni ne fournissant de preuves de tromperie, laissant les enquêteurs face à la réalité frustrante que leur principal suspect semblait être sincèrement dévasté par la mort de sa femme. L'enquête sur le passé de David révéla un homme dont la relation avec l'alcool avait compliqué son mariage pendant des années. Des voisins admirent à contre-cœur avoir entendu des éclats de voix provenant de la maison des Brennan à plusieurs occasions, bien que personne ne puisse se souvenir d'incidents spécifiques de violence physique. Frank Murphy mentionna que David buvait plus abondamment ces derniers mois, se présentant parfois au restaurant avant midi avec les signes révélateurs de quelqu'un essayant de soigner une gueule de bois avec du café et de la nourriture grasse. Le tableau suggérait un homme sous pression, peut-être sujet à des comportements explosifs, mais cela ne suffisait pas à prouver qu'il avait assassiné sa femme. Gallagher passa des semaines à reconstituer la chronologie du 15 septembre, interrogeant tous ceux qui auraient pu voir Maggie au cours de sa dernière journée. Le caissier de la banque se souvint qu'elle avait fait un dépôt vers 10h30, notant qu'elle avait semblé distraite mais pas contrariée. L'employé de la pharmacie se rappela lui avoir délivré son ordonnance pour des médicaments contre l'hypertension, une transaction de routine qui ne révéla rien d'inhabituel. Le témoignage de Frank Murphy sur sa visite au restaurant resta inchangé au fil des multiples interrogatoires. Elle avait pris la tarte aux pommes qu'elle avait commandée, payée en espèces, et était partie sans engager la conversation, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Les preuves matérielles provenant de la camionnette de Maggie et de la scène de crime fournissaient des fragments d'informations frustrants, qui refusaient de s'assembler en un récit cohérent. L'analyse des fibres révéla des traces d'un matériau qui ne correspondait à rien dans la maison des Brennan.
suggérant un contact avec une personne ou un lieu inconnu. La tasse à café en céramique blanche livra plusieurs empreintes digitales partielles, mais la technologie de 2003 ne permit que de déterminer que certaines d'entre elles n'appartenaient ni à Maggie, ni à Frank Murphy, ni au personnel du restaurant qui manipulait régulièrement la vaisselle. Les enquêteurs élargirent leur champ d'investigation pour inclure d'autres hommes dans la vie de Maggie, interrogeant le facteur, le vétérinaire qui soignait leur bétail, et les divers entrepreneurs qui avaient travaillé sur leur propriété au fil des ans. Chaque conversation dessinait le même portrait, celui d'une femme amicale, mais sans séduction, serviable mais sans intrusion. Le genre de personne qui se souvenait des anniversaires et apportait de la soupe aux voisins malades, sans jamais faire étalage de sa bonté. Personne ne pouvait imaginer qui aurait pu vouloir lui faire du mal, et personne n'avait rien remarqué d'inhabituel dans les semaines précédant sa disparition. L'enquête s'orienta peu à peu vers la possibilité que Maggie ait été victime d'un crime fortuit, peut-être interrompu lors d'une tentative de vol ou ciblée par quelqu'un de passage. La route 44 était suffisamment fréquentée pour rendre un tel scénario plausible, et l'endroit isolé où son corps fut retrouvé suggérait une personne connaissant bien le terrain. Mais sans témoin, sans preuves matérielles claires et sans suspect pouvant être relié au crime, l'enquête commença à s'essouffler, tandis que l'automne cédait la place à l'hiver et que d'autres affaires requéraient l'attention du shérif Gallagher. À Noël 2003, le meurtre de Margaret Brennan était devenu ce que les forces de l'ordre appellent pudiquement une affaire classée. Le dossier fut relégué dans une armoire métallique où il prendrait la poussière pendant des années, tandis que sa famille luttait pour reconstruire sa vie autour de l'absence permanente d'une femme dont le meurtrier restait libre, anonyme et, semblait-il, hors de portée de la justice. Linda Hamilton devint une femme hantée par le poids des questions sans réponse, sa vie progressivement consumée par une enquête que la police avait pour ainsi dire abandonnée. Tandis que David Brennan luttait pour élever seuls Katie et Michael, sombrant dans l'alcool la plupart des soirs et parvenant à peine à maintenir la ferme en activité, Linda transforma son chagrin en une quête de justice acharnée qui allait définir les 18 années suivantes de son existence. Elle convertit la chambre d'amis de son appartement d'Albany en un poste de commandement improvisé, couvrant chaque mur de photographies, de chronologies, de cartes et de copies de rapports de police obtenus grâce à des dizaines de demandes d'accès à l'information. Chaque 15 septembre, Linda organisait des veillées commémoratives à Millbrook, se tenant à l'endroit exact où la camionnette de Maggie avait été retrouvée, et parlant à quiconque voulait bien l'écouter de cette femme que tous, sauf sa famille, avaient oubliée. Au fil des ans, l'assistance diminua, passant de centaines de personnes à quelques dizaines, pour finir par ne plus compter que Linda elle-même, seule sur le bas-côté de la route 44 avec une poignée de fleurs fanées et une détermination qui frisait l'obsession. Elle tenait à jour un site web dédié à l'affaire de Maggie, le mettant à jour religieusement avec de nouvelles théories, des pistes potentielles et des appels à témoins qui généraient des dizaines d'appels de la part d'inconnus bien intentionnés et de théoriciens du complot, mais sans jamais produire la percée qu'elle espérait désespérément. Les détectives privés que Linda engagea au fil des ans engloutirent son modeste salaire d'enseignante et la forcèrent finalement à prendre une deuxième hypothèque sur sa petite maison. Chaque détective promettait un regard neuf et de nouvelles approches, mais tous parvenaient à la même conclusion frustrante qui avait déconcerté le shérif Gallagher. L'affaire manquait du type de preuves matérielles ou de témoignages qui pourraient pointer définitivement vers un suspect. Linda refusait d'accepter leurs évaluations professionnelles, convaincue que quelque part, dans la montagne de documents qu'elle avait accumulés, se trouvait la clé pour identifier le meurtrier de sa sœur. Elle assista à toutes les conférences de sciences forensiques qu'elle pouvait se permettre, s'informant sur les avancées en matière d'analyse ADN, d'amélioration des empreintes digitales et de récupération de preuves numériques. Linda sollicitait sans relâche le bureau du shérif du comté de Dutchess, à tel point que les adjoints commencèrent à filtrer ses appels, lassés de lui expliquer que les preuves avaient été réexaminées à plusieurs reprises sans donner de nouvelles informations. Elle écrivit des lettres à des producteurs de télévision, à des réalisateurs de documentaires et à des podcasteurs de true crime, les suppliant de présenter l'affaire de Maggie
et offrant toute l'aide nécessaire pour raconter l'histoire de sa sœur. Le tribut de la croisade de Linda devint évident pour tous ceux qui la connaissaient. Elle ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant, ne poursuivit jamais les loisirs et les relations qui auraient pu lui apporter un certain soulagement à la douleur constante de la perte. Ses collègues de l'école primaire, où elle enseignait en 5e année, la virent passer d'une éducatrice énergique à une femme aux yeux cernés, qui semblait n'exister que les week-ends et les jours fériés, lorsqu'elle pouvait se consacrer entièrement à l'enquête sur le meurtre de sa sœur. Elle tenait des dossiers détaillés sur chaque personne ayant vécu à Millbrook en 2003, suivant leurs déplacements sur les réseaux sociaux et dans les registres publics, convaincue que le tueur de Maggie se cachait à la vue de tous. La relation de Linda avec David, sa nièce et son neveu pâtit du poids de son obsession. David finit par ne plus répondre à ses appels, épuisé par des conversations qui revenaient inlassablement sur l'affaire et frustré par la suggestion implicite de Linda qu'il n'en faisait pas assez pour obtenir justice pour sa femme. Katie et Michael apprirent à redouter les visites de leur tante, qui incluaient inévitablement de longues discussions sur la mort de leur mère et des questions pointues sur des souvenirs qu'ils s'efforçaient d'oublier. En 2020, Linda avait 58 ans et en paraissait au moins 10 de plus. Ses cheveux prématurément gris et son visage marqué par des rides qui témoignaient de trop de nuits blanches et de trop de déceptions. Elle avait passé près de la moitié de sa vie à poursuivre un fantôme, à suivre des pistes qui ne menaient nulle part, et à courir après des théories qui s'effondraient sous l'examen. Pourtant, elle continuait de croire que les progrès de la technologie forensique finiraient par fournir les réponses que le travail de détective traditionnel n'avait pas réussi à découvrir. Elle ne pouvait pas savoir que dans une salle des scellés climatisée, à 20 km de là, une tasse à café en céramique blanche attendait une technologie qui pourrait enfin lire les secrets qu'elle gardait depuis 18 ans. L'inspectrice Sarah Taylor hérita du dossier de Margaret Brennan en janvier 2021, ainsi que de 47 autres affaires classées qui prenaient la poussière au sous-sol du bureau du shérif du comté de Dutchess. À 34 ans, Taylor était la plus jeune inspectrice jamais affectée à l'unité des affaires non résolues, choisie spécifiquement parce que le shérif Robert Hayes pensait qu'un regard neuf et une formation moderne pourraient insuffler une nouvelle vie à des enquêtes qui étaient au point mort sous les administrations précédentes. Le dossier Brennan était plus épais que la plupart, rempli de dépositions de témoins, de rapports d'expertise et de centaines de pages de notes documentant 18 ans d'efforts frustrés. Taylor passa ses 3 premiers mois à examiner systématiquement chaque élément de preuve, à la recherche de liens que les enquêteurs précédents auraient pu manquer. La tasse à café en céramique blanche du Murphy's Diner l'intrigua particulièrement, non pas parce qu'elle semblait plus importante que d'autres preuves, mais parce que le rapport d'analyse d'empreintes de 2003 notait la présence de plusieurs empreintes partielles qu'il avait été impossible d'identifier avec la technologie de l'époque. Taylor savait que l'analyse d'empreintes digitales avait progressé de façon spectaculaire au cours des 2 dernières décennies, avec de nouveaux algorithmes capables d'extraire des données utilisables à partir d'impressions qui auraient été considérées comme sans valeur auparavant. Le système avancé d'identification d'empreintes digitales que le laboratoire criminel de l'État avait installé en 2019 représentait un bond de géant dans les capacités de la police scientifique, utilisant l'intelligence artificielle et l'imagerie numérique améliorée pour analyser des empreintes que les examinateurs humains avaient jugées trop fragmentaires ou dégradées pour être utiles. Taylor soumit une demande formelle pour que toutes les empreintes non identifiées de l'affaire Brennan soient retraitées avec la nouvelle technologie, une procédure qui nécessitait l'approbation de 3 niveaux de bureaucratie et dont le coût faisait grincer des dents les administrateurs soucieux du budget. La tasse à café arriva au laboratoire d'Albany le 15 mars 2021. Toujours scellé dans le même sac de preuves qu'il avait conservé pendant 18 ans. L'experte forensique principale, le Dr Patricia Wong, manipula la tasse avec une révérence habituellement réservée aux artefacts religieux, comprenant qu'elle tenait peut-être la clé pour résoudre un meurtre qui hantait une communauté rurale depuis près de 2 décennies. La nouvelle technologie de balayage pouvait détecter des crêtes papillaires et des points de minutie invisibles aux analyses antérieures, créant une carte numérique des caractéristiques de l'empreinte
avec une précision et un détail sans précédent. L'empreinte partielle, qui changea tout, ne mesurait que 12 mm sur 8, située sur l'anse de la tasse, là où quelqu'un l'avait saisie pour boire. L'analyse précédente avait noté sa présence, mais l'avait jugée trop incomplète pour une comparaison avec les bases de données existantes. Le nouveau système identifia 47 points de minutie distincts dans cette minuscule zone, assez pour générer une requête de recherche qui fut automatiquement comparée à des millions d'empreintes dans les bases de données étatiques et fédérales. Le résultat tomba le 3 avril à 14h17, apparaissant sur l'écran d'ordinateur du Dr Wong avec une précision clinique qui dissimulait ses implications cataclysmiques. Robert Kennedy, également connu sous le nom de Bobby Kennedy, date de naissance 12 juillet 1969. Empreinte digitale enregistrée auprès du département des véhicules motorisés de Floride dans le cadre de sa demande de permis de conduire commercial. Adresse actuelle: 3247 Cypress Avenue, Tampa, Floride. Aucun casier judiciaire, aucun contact antérieur avec la police, aucune raison pour qui que ce soit à Millbrook de le soupçonner d'être impliqué dans la mort de Margaret Brennan. Taylor fixa l'écran d'ordinateur pendant plusieurs minutes, sentant le poids de 18 années de questions sans réponse se cristalliser soudain en un nom et une adresse. Robert Kennedy vivait ouvertement en Floride depuis plus d'une décennie, travaillant comme mécanicien pour une compagnie de transport, payant ses impôts, renouvelant son permis de conduire, complètement ignorant que les progrès technologiques venaient de le relier à un crime qu'il pensait avoir laissé derrière lui. La révélation était à la fois gratifiante et troublante. Gratifiante, car elle représentait une percée qui pourrait enfin rendre justice à Margaret Brennan. Troublante, car elle suggérait combien d'autres affaires non résolues pourraient être élucidées si les services de police avaient les ressources nécessaires pour réexaminer les anciennes preuves avec des techniques modernes. L'enquête qui suivrait nécessiterait une coordination minutieuse entre les forces de l'ordre de New York et de Floride, mais Taylor savait qu'elle détenait quelque chose de plus précieux que de l'or. Après 18 ans de silence, la tasse à café de Margaret Brennan avait enfin retrouvé sa voix. Robert Kennedy remplaçait les plaquettes de frein d'un semi-remorque Peterbilt lorsque l'équipe de police coordonnée encercla Rodriguez Brothers Trucking le matin du 18 avril 2021. Le mécanicien de 52 ans travaillait dans cet établissement de Tampa depuis 7 ans. Connu de ses collègues comme un homme calme et fiable, qui restait dans son coin et parlait rarement de son passé. Il leva les yeux de l'ensemble de roues sur lequel il travaillait pour voir l'inspectrice Taylor flanquée de 2 adjoints du comté de Hillsborough. Leur présence dans le garage humide de Floride créa une atmosphère de tension qui fit reculer les autres mécaniciens, observant la scène en silence. Le visage de Kennedy exprima la confusion, plutôt que la peur, lorsque Taylor se présenta et lui expliqua qu'il était en état d'arrestation pour le meurtre de Margaret Brennan. Il essuya ses mains tachées de graisse sur un chiffon d'atelier et demanda tranquillement qui était Margaret Brennan, sa voix portant ce qui semblait être une véritable perplexité. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un cliquetis qui parut anormalement fort dans le silence soudain du garage où les ponts hydrauliques avaient cessé de siffler et les pistolets à air comprimé s'étaient tus, tandis que les employés tentaient de comprendre la scène surréaliste qui se déroulait sous leurs yeux. La procédure d'extradition prit 6 semaines, pendant lesquelles Kennedy resta dans une cellule de prison à Tampa, clamant son innocence tandis que son avocat commis d'office s'opposait à son renvoi à New York. Durant ces semaines, Taylor mena des recherches approfondies qui révélèrent un homme ayant mené une vie sans histoire en Floride, occupant des emplois stables, payant son loyer à temps et ne présentant aucun des schémas comportementaux généralement associés aux criminels violents. Son employeur le décrivit comme étant fiable et compétent, quelqu'un qui arrivait tôt et restait tard si nécessaire, qui se portait rarement malade et n'avait jamais causé de problème avec ses collègues ou ses clients. Kennedy fut finalement ramené dans le comté de Dutchess le 2 juin, transporté dans une camionnette du bureau du shérif, qui retraça le chemin que Margaret Brennan avait emprunté lors de sa dernière matinée, 18 ans plus tôt. Taylor avait passé des mois à se préparer pour l'interrogatoire qui allait soit résoudre l'affaire définitivement, soit les laisser avec un suspect dont le lien avec le crime resterait terriblement circonstanciel.
La salle d'interrogatoire du bureau du shérif avait été équipée de nouveaux matériels d'enregistrement et de caméras conçues pour capturer chaque nuance d'expression et de langage corporel. Pendant 6 heures, Kennedy clama son innocence avec une constance qui commençait à ébranler même la certitude de Taylor. Il affirmait n'avoir aucun souvenir d'être jamais allé à Millbrook, insistait sur le fait qu'il n'avait jamais rencontré Margaret Brennan et paraissait sincèrement confus par l'accusation d'avoir assassiné une femme dont le nom ne lui disait rien. Son avocat soulignait à plusieurs reprises qu'une empreinte digitale sur une tasse à café, bien qu'incriminante, ne prouvait pas le meurtre, et qu'il devait y avoir une explication à la présence de son client lors de ce qui aurait pu être une rencontre tout à fait innocente. La percée eut lieu durant la 7e heure d'interrogatoire, lorsque Taylor changea de tactique et commença à parler de Margaret Brennan non pas comme d'une victime, mais comme d'une personne, une mère de 2 jeunes enfants, une femme qui apportait des plats cuisinés aux voisins malades, quelqu'un dont la disparition avait dévasté toute une communauté. La carapace de Kennedy commença à se fissurer, tandis que Taylor décrivait Katie et Michael Brennan grandissant sans leur mère, David Brennan sombrant dans l'alcoolisme jusqu'à une mort prématurée, Linda Hamilton sacrifiant toute sa vie d'adulte à la recherche de la justice. Quand Kennedy parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure, les mots semblant émerger d'un endroit profond et longtemps enfoui. Il avait travaillé sur du matériel agricole dans tout le comté de Dutchess en 2003, admit-il, se déplaçant de chantier en chantier dans une camionnette qu'il avait vendue depuis. Il se souvint s'être arrêté au Murphy's Diner le 15 septembre pour un café et un petit déjeuner. Se souvint avoir vu une femme assise seule à une table dans un coin. Se souvint l'avoir suivie quand elle était partie parce que quelque chose en elle lui avait semblé vulnérable, accessible. La confession qui suivit fut livrée par fragments, entrecoupée de longs silences et de moments où Kennedy semblait surpris par ses propres mots. Il décrivit avoir suivi la camionnette de Margaret, l'avoir forcée à s'arrêter en se rapprochant trop de son pare-chocs arrière, s'être approché de son véhicule avec l'intention de la voler. Quand elle avait résisté, quand elle avait commencé à crier, quelque chose avait cédé en lui, et il l'avait frappée avec une croix de fer qu'il gardait dans sa camionnette pour changer les roues. La nouvelle de la confession de Robert Kennedy se répandit à travers Millbrook avec la même rapidité dévastatrice qui avait marqué la disparition de Margaret Brennan 18 ans plus tôt, mais cette fois, la communauté peinait à accueillir le soulagement plutôt que le chagrin. Katie Brennan, maintenant âgée de 27 ans et infirmière à Albany, reçut l'appel de l'inspectrice Taylor alors qu'elle terminait son service à l'hôpital, où elle avait choisi de travailler spécifiquement parce qu'aider les gens en crise lui semblait le seul moyen de donner un sens à la mort absurde de sa mère. Les mots semblèrent résonner dans le couloir de l'hôpital où elle se tenait. La voix de Taylor expliquant que l'homme qui avait tué sa mère était enfin en détention, qu'il y aurait un procès, que la justice était enfin à portée de main. Michael Brennan se trouvait à une 50aine de kilomètres de là, dans son appartement de Kingston, travaillant sur son diplôme en programmation informatique, qu'il avait entrepris après des années à dériver d'un emploi à l'autre sans jamais être satisfait. L'appel téléphonique le surprit en train de déboguer le code d'un projet à rendre le lendemain matin. Il sauvegarda son travail avec des doigts tremblants avant d'appeler sa sœur pour confirmer qu'ils avaient tous deux entendu la même nouvelle incroyable. Leur père, David, était mort depuis 3 ans, son foie ayant finalement succombé à l'alcool qui avait été son principal compagnon depuis la mort de Margaret. Il ne saurait donc jamais que le meurtrier de sa femme avait été identifié et arrêté. Linda Hamilton corrigeait des copies lorsque Taylor l'appela directement, lui offrant la courtoisie d'une notification personnelle, à elle qui avait consacré près de 2 décennies à maintenir l'affaire de Margaret en vie. Linda posa son stylo rouge et écouta en silence Taylor lui expliquer l'analyse d'empreintes, l'arrestation en Floride et la confession de Kennedy. Lorsque l'appel se termina, Linda resta assise dans sa salle de classe vide pendant plus d'1 heure, entourée des devoirs de mathématiques d'élèves de 5e année qui n'avaient aucune idée que leur professeur venait d'apprendre que l'obsession de sa vie venait de trouver son terme. Le procès de Robert Kennedy s'ouvrit 14 mois plus tard, dans un palais de justice de Poughkeepsie,
où l'accusation présenta méthodiquement les preuves reliant un mécanicien de Floride à un crime qui avait hanté la campagne new-yorkaise pendant près de 2 décennies. L'avocat de la défense de Kennedy plaida que la confession avait été obtenue sous la contrainte, qu'une empreinte sur une tasse à café ne prouvait rien de plus qu'un contact innocent, que le dossier de l'État reposait trop lourdement sur des avancées technologiques qui n'étaient pas disponibles au moment du crime. Le jury délibéra pendant 3 jours avant de rendre un verdict de culpabilité pour meurtre au second degré et enlèvement. Kennedy fut condamné à une peine de 25 ans à la perpétuité, ce qui signifie qu'il serait éligible à la libération conditionnelle à l'âge de 77 ans. La juge Patricia Williams nota lors du prononcé de la peine que bien que rien ne puisse ramener Margaret Brennan à sa famille, la condamnation représentait une victoire à la fois pour la science forensique moderne et pour la persévérance de ceux qui avaient refusé de laisser son affaire être oubliée. Kennedy ne montra aucune émotion, alors qu'on le menait hors de la salle d'audience, menotté, son visage arborant la même expression vide qui avait caractérisé la plupart de ses comparutions. Mais la justice, découvrit Linda Hamilton, avait un goût différent de celui qu'elle avait imaginé. La résolution qu'elle avait cherchée pendant 18 ans apporta un étrange vide plutôt que la satisfaction qu'elle avait anticipée. Sa chambre d'amis restait couverte de photographies et de chronologies qui n'avaient plus aucune utilité, un sanctuaire dédié à une enquête qui était enfin terminée. Katie et Michael entamèrent le difficile processus de reconstruction de leur relation avec une tante dont l'obsession avait dominé leur dynamique familiale durant toute leur vie d'adulte. La tasse à café en céramique blanche qui avait résolu l'affaire fut retournée au scellé, où elle resterait indéfiniment comme un témoignage à la fois de la puissance de la science forensique moderne et du travail patient des enquêteurs qui refusent de laisser les affaires classées le rester. La tombe de Margaret Brennan au cimetière de Millbrook reçut plus de visiteurs dans les mois qui suivirent la condamnation de Kennedy que durant la décennie précédente, comme si la communauté avait besoin de rendre hommage à une femme dont la mort avait enfin trouvé une réponse dans la justice. Mais tard dans la nuit, lorsque les visiteurs étaient rentrés chez eux et que les fleurs s'étaient fanées, des questions subsistaient sur les autres secrets qui pouvaient être cachés dans les salles des scellés à travers le pays, attendant une technologie suffisamment avancée pour donner une voix aux témoins silencieux des crimes non résolus. Si des affaires comme celle de Margaret vous fascinent, des histoires où la persévérance et les progrès de la science finissent par apporter des réponses à des familles qui n'ont jamais cessé de croire en la justice, envisagez de vous abonner pour explorer d'autres mystères où la vérité émerge de l'ombre après des années d'enquête patiente. Parfois, les preuves les plus puissantes parlent à voix basse, et seuls le temps et la technologie peuvent amplifier leurs murmures.